Salut. Salut Jean-Marc. Salut. Là, tu nous présentes pas, alors forcément on s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au podcast Viens on fait des films, le podcast qui t'aide à faire Citizen Kane dans ta chambre. Allez, salut. Bonsoir les gars. Le podcast qui s'intéresse à la fabrication des courts-métrages et des web-séries sans production donc. Je suis Gamin, membre de l'association Groupe 13 dans laquelle je suis réalisateur et je vous invite ici à écouter les expériences de tournage, des tournages guérilla qu'on a tous connus. Des tournages où le pognon n'est pas là, ces tournages où il y a le mythique 4 quarts à la régie. Pardon, qu'est-ce que tu entends par le pognon n'est pas là, sans production? Je comprends pas. Je veux dire que c'est pour ça que j'ai pas de loge. Bah oui, c'est pour ça C'est qu'on n'est pas payé pour faire ce podcast. Quoi, on n'est pas payé? Alors en fait, Bon, pardon, je rentre chez moi, pardon. on se détend parce que si justement j'ai dit à Guillaume qu'il serait payé, donc si l'invité est payé. vous me faites, l'invité est payé. D'accord. vous me foutez un petit peu dans la merde. Ouais, sachez que si vous êtes invité au podcast, vous serez payé. Donc. Tout à fait, voilà. Après, ça dépend ce qu'on entend par rémunération, mais pour le coup, est-ce que jusqu'ici, tu es pas maltraité, tout va bien? Bah là je suis content parce que je croyais que ça se limitait à la pizza, mais du coup... Pour m'accompagner ce soir, alors Sartman, tu es monteur pour la télévision et monteur des films Groupe 13 justement. Voilà, des films exclusivement érotiques par contre. Ainsi que Mathieu, scénariste et réalisateur au sein de l'association Groupe 13. Salut Mathieu. Salut. Salut. Salut gamin. Salut. Et notre invité ce soir, Guillaume Ribes, tu es créateur et acteur de la web-série Purgatoire, dont la 3e saison est actuellement en tournage. Exactement. Salut Guillaume. Salut, bonsoir. Salut Guillaume. Ouais. Bon, là, il y avait une référence un peu cinématographique, mais je trouve que ça fait prétentieux, donc on va pas la faire. Allez, c'est parti, jingle. Oh, que d'étrangeté, la gourdasse est tombée toute seule. Donne-moi la gourdasse. Le voyage m'a donné grand soif. Donc on va parler de web-séries et de courts-métrages indépendants, c'est ça? Exactement. Putain, les gens qui dénoncent et tout, qui font les choses sans règles. Bah, oui, et puis Sans non, argent. mais alors, c'est surtout sans argent. Et à la Avec rigueur, des idées. si voilà, on peut apporter une petite expérience et avoir un retour sur les expériences qu'on va partager ici, bah, ça serait un plaisir parce que c'est un peu le but. Parce du qu'on machin. peut faire de grandes choses sans argent. Voilà. Faut c'est pas vrai. être omnubilé par l'argent. C'est pas On peut important. faire de petites choses avec de l'argent. Voilà, moi je serais peut-être. Voilà, en fait, Guillaume, je trouve qu'il définit plus plus précisément le bordel. Ok, ben on va commencer. Guillaume, peux-tu nous faire un petit pitch de la web-série Purgatoire, s'il te plaît? Oui, alors c'est l'histoire d'un mec qui est mort et qui se rend compte qu'il est pas mort au bon moment et qui se retrouve au purgatoire en fait. Donc voilà, pas d'enfer, pas de paradis, il est directement au purgatoire où tout le monde va dès qu'il passe l'arme à gauche quoi. Et justement comme il est pas mort au bon moment, il y a plusieurs personnes qui vont venir le voir et qui vont ça va les agacer qu'il soit pas mort au bon moment, quitte à faire des répétitions, autant en faire pas mal. Et au milieu de tout ça, il y a deux camps qui s'affrontent et ça va être un peu ce personnage, Sam, il va être un peu l'enjeu en fait de la série. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il est mort au mauvais moment? Et voilà, quel effet il peut avoir sur le purgatoire. N'oublie pas pourquoi tu te bats. Nous avons besoin de ton aide. Tu es le seul qui puisse faire ce que je vais te demander. Je voudrais que tu damnes quelqu'un de vivant. Il ne faut surtout pas la tuer. Je connais quelqu'un, il t'aidera. Il finira dans les limbes. Il peut y arriver. N'oublie pas. Tu es vivant. Vivant. Non. Vivant. Oui, on découvre dans ce purgatoire il y a des luttes, c'est vraiment, il se passe des choses, c'est pas, les gens ils sont pas juste dans les limbes comme ça en train d'attendre, voilà. Il se passe des choses, il y a des gens qui sont regroupés entre eux, il y en a d'autres, il y a des luttes d'influence. Il y a pas que ça, mais en fait. Non, Oui, c'est- On va rentrer dans le détail après peut-être. Non, bah, allez-y. Hein. non, mais le purgatoire n'est pas comme on peut s'imaginer, tout nul, tout mou, tout lent, il se passe plein de choses incroyables. Voilà, il est des pas combats. aussi mou que mon pitch en fait, mais... Peux-tu nous parler de la naissance du projet? Comment Ouais. cette idée est-elle venue?
C'est Alors- toi qui as écrit Purgatoire, c'est Ouais, ça, on l'a ouais, dit. ouais. Alors, ça va faire un peu Mireille Dumas parce qu'il faut que je raconte un peu ma vie. Bah, du coup, on est un peu obligé. Hein, Ouais, c'est parti. ouais. Mais je t'avoue que ça me fait un peu chier que tu racontes ta vie. Mais D'accord. on est un peu Ok. obligé de. Alors, en fait, j'écris des scénarios depuis que j'ai 12 ans. Ok. Tu comprends au montage, ça, hein, gamin. Tu comprends. C'est On pas verra. intéressant, On s'en fout. Merde. J'ai eu ma première relation sexuelle à. Non, donc en fait, j'écris des scénarios depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai eu pas mal d'idées, donc je les notais. Et l'idée de Purgatoire m'est venue à la fac. Donc j'ai fait tout mon lycée à Montpellier. Donc il y a une ville superbe où les filles sont magnifiques. Où les Mais gens c'est très sont- bien Montpellier. voilà, Mais tu sais que. Il fait chaud. Je confirme. Je confirme ce que tu racontes. Et en fait, à la faculté, j'ai basculé à Limoges. Donc c'était moins bien. Voilà. Excusez-moi s'il y a des Limougeaux qui écoutent, mais c'était une réelle souffrance. Donc c'était une année de solitude. Et donc en fait, voilà, j'étais tout seul. Donc j'ai eu le temps beaucoup de lire, de réfléchir, d'avoir des idées. Et comme j'étais tout seul, je me posais pas mal de questions métaphysiques sur qu'est-ce qu'on va devenir quand la Terre va exploser, des trucs à la con comme ça qu'on se pose quand on a 18 piges. Tout à fait. Et je me suis dit, putain, un jour, tout le monde va crever. Il va y avoir une météorite, Vous peut-être, mais. le soleil moi, qui va exploser. Et en fait, il y a forcément un mec qui va mourir en dernier, en fait. Il y a forcément un mec, même si c'est quelques millièmes de secondes, qui va gagner le truc, tu vois. Ouais, mais en ouais. fait, il va crever en dernier, et il pourra même pas fêter ça parce que tout le monde sera mort. Et je me dis, ce qui serait cool, c'est que ce mec qui crève en dernier, il ait un ticket de loto, quoi. Qu'il ait un cadeau, qu'on lui dise, ok mec, t'as crevé en dernier, donc t'as le droit de demander à Dieu, au Dieu, qu'est-ce que tu veux en fait. On fait un vœu, prends ce que tu veux, quoi. Et du coup, c'est la chance, c'est tombé sur lui. Eh ben oui, c'est le hasard. C'est un mec qui crève en dernier, et du coup, comme il est mort en dernier, et en fait, autour de ça, j'ai réfléchi, et je me suis dit, putain, en fait, ce qui serait marrant, c'est que ce mec, il ait une femme et des enfants, et qu'ils viennent juste de les voir mourir. Et C'est très drôle. voilà, c'est ça. Alors c'est une comédie, hein, Purgatoire, on le rappelle. Et voilà, à partir de là, forcément, qu'est-ce que va demander le mec ? Bah, c'est de pouvoir empêcher tout ça, quoi. Donc c'était intéressant. En fait, voilà, c'est né de cette idée-là. D'accord. Cette idée un peu, ces peurs un peu métaphysiques. Et donc, bah, autour de ça, j'ai construit une histoire qui était un peu à l'époque immature, parce que j'avais 18 piges. Et donc, qui a mariné pas mal. Et 10 ans après, quand on a parlé web-série avec Charlie, qui est le réalisateur des 2 premières saisons de Purgatoire, bah, je lui ai proposé l'idée que j'ai réécrite, que j'ai adaptée au concept de web-série, donc sans production, Citizen Kane dans ta chambre, quoi. Bah voilà, bah, ça tombe bien. Et je l'ai retravaillé, évidemment, parce que depuis, j'avais vécu pas mal de choses. J'étais devenu papa, je m'étais marié, et j'ai relu ce que j'avais fait, j'ai essayé de modifier, de faire quelque chose qui me correspondait plus, qui correspondait plus à mes attentes à ce moment-là. Mais t'avais déjà écrit tout Purgatoire ou comment J'avais l'idée de base, j'avais des personnages, Ouais. j'avais une trame. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que là, on l'a pas dit, mais il y a 2 saisons de tournée déjà. Donc Ouais, c'est ça, et la 3e qui est en cours de réalisation, de production. T'as combien d'épisodes de Purgatoire? 29 en ligne, ouais. 29 épisodes 29, de Purgatoire en ligne. C'est ça. Et la saison 3, c'est combien d'épisodes? 9 maintenant. Ok. Ah oui. Voilà. Ok. Il y en avait 8 au début, puis en fait, je vais en faire un de Il y a un plus. spécial Noël. Il y en a plus. C'est ça, exactement, avec des guirlandes et des sapins. Un spécial Halloween bientôt. Halloween, C'est ça, ouais. C'est une comédie musicale, je crois, pour le. Donc oui, pardon. Donc au départ, je sais plus ce qu'on dit. Non, mais justement, en fait, ça me permet d'enchaîner sur. Donc t'avais écrit Oui. tout l'univers, t'avais Bah, déjà du coup, non. des choses comme ça, et que t'as adapté. C'est ça, ouais, à j'ai adapté. Et puis en web-série. j'ai adapté aux contraintes de la web-série, c'est-à-dire au projet sans production. Alors justement, c'est le point d'après du conducteur, c'est formidable, comme ça se passe bien. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Ce podcast est Et entier. je Quels sont n'ai les- pas lu le conducteur avant. Je C'est tiens vrai à le dire. Ah oui, oui, oui. Ah d'accord, ok. Je crois que. Tu sens la déception dans son c'est vrai hein, tu l'as senti la déception. La transition est involontaire. Non, bah ça tombe bien parce que je sais que Mathieu tu l'as pas imprimé, toi tu viens de le lire je crois. Moi, et je toi le tu connais par cœur. Je l'ai sur mon téléphone, pas ma faute si je vis au 21 e siècle. C'est les gars. vrai, Avec pardon. Guillaume, On on a a répété et tout. Bon bah c'est bien, tout va bien. Alors justement voilà, deuxième partie, c'est les moyens de production. Alors du coup je sais que c'est un thème plutôt large parce qu'entre l'épisode 1 et les derniers épisodes, évidemment, il y a eu une évolution, tout ça, mais si tu peux nous brosser un petit exposé de tes moyens de production Il y a depuis le eu- début. Il y a eu une évolution, mais absolument pas une évolution budgétaire, parce qu'on tourne avec exactement les mêmes moyens financiers. Mais Il n'y a pas un poil de matos en plus?
Si, mais c'est pas financé. c'est- Chacun amène son matos. C'est-à-dire c'est qu'en ça. fait, c'est le réseau qui s'est D'accord, oui, construit oui. au fur et à mesure des Il y années. a plus de Bien sûr. monde sur Voilà. les tournages de la saison 3 Bien sûr. Exactement, qu'avant, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, au début, on a commencé juste Charlie et moi, on n'avait pas de bagages, on n'avait pas fait d'études dans l'audiovisuel, donc on est parti un peu de rien. Charlie avait fait un petit peu de photos, moi, comme j'ai dit, j'écrivais quand même depuis l'âge de 12 ans, mais j'étais toujours en recherche de connaissances, de compétences, donc je lisais pas mal de bouquins. Et on a fait un court-métrage pendant 1 an pour voir si on pouvait bosser ensemble et pour se mettre à l'épreuve. Donc, qu'on n'a jamais diffusé parce que c'était vraiment de la merde. Ah, c'était pas un fan film, c'était... Non, c'était un vrai film de 15 minutes c'était un truc pas du tout prétentieux qui rendait hommage au 7ème vous l'avez saut pas sorti, du dans coup, pourquoi vous l'avez pas sorti Ingmar Bergman. Bergman. Ouais, Ça, Bergman, ouais. Et pourquoi vous l'avez pas sorti? Parce que je voulais pas entacher ma future À ce carrière. point, mais attends, mais tout le monde déteste son premier film. Mais oui, C'est et normal. puis On a justement, tous des tares derrière nous qui Bien sûr. nous collent. Hein. et vu qu'on a de la chance, nous on est des très vieilles personnes, donc on a commencé à faire ça à l'époque où il n'y avait pas encore internet. Et donc nos premiers Personne films pouvait les voir. ne sont pas sur internet, et c'est en ça qu'on est sauvés quand même. Ouais. Non mais c'est vrai, ça c'est un sujet super intéressant. Bah oui, les jeunes vous êtes pas au courant, Maintenant, mais dès que vous vous- faites un truc, vous le mettez sur Vous internet, mettez direct. et c'est là à vie. Voilà. Nous on a fait plein de trucs dégueux Et personne les verra. Personne ne saura jamais Et rien. dans des coins sordides, hein, ouais, très lugubres. Des endroits malfameux et Ouais, lugubres. c'était Tout très à fait, lugubre. exactement. Je partais du principe que du coup on était deux avec des compétences apprises sur le terrain, mais une courte expérience. Et petit à petit on a eu un ingé son. Pas mal. dont c'était le métier, ouais. C'est Ouais. pas mal parce que les premiers épisodes c'était des potes qui n'y connaissaient rien, qui venaient percher. Et une maquilleuse. Donc qui nous a suivis, ils nous ont suivis, l'ingé son et la maquilleuse, sur les 2 premières saisons. Ils nous ont rejoints d'ailleurs plus vers la fin de la saison 1 et nous ont accompagnés pendant toute la saison 2. Et après la saison 3, donc je me suis attaché au groupe 13, donc l'association qui m'a permis de continuer Purgatoire. C'est nous. Voilà, nous. c'est ça. Petite précision pour les gens qui découvrent le podcast. Mais également aussi à d'autres personnes, des personnes du collectif Le Vrac qui viennent m'aider. En fait, voilà, Purgatoire, c'est un peu le projet Groupe 13, mais où du coup, en 3 ans de web-série, j'ai rencontré plein de monde dans le milieu de la web-série. Et ils ont la gentillesse de venir me filer des coups de main pour rendre le projet meilleur, quoi. Pour avoir un travelling, aujourd'hui j'ai 2 ingé son, j'ai un chef op, j'ai un cadreur, un magnifique cadreur, en plus il est beau gosse. J'ai des assistants réa et tout. Vous pouvez partir s'il vous plaît, je voudrais rester seul avec Guillaume. Et alors justement, comment t'as fait pour les recruter, ces gens? Qu'est-ce qui motive Ça ces leur a gens plu, la série, en fait à venir travailler les week-ends? Parce que bon, On tourne le week-end, hein, on tourne le week-end, hein, voilà. À venir faire des journées entières de travail sans être payé. Quelle est leur motivation? Alors, déjà, je suis plutôt beau gosse. C'était une invitation de Eric Zemmour, ça. Non, il aurait fait comme ça. Oui, il aurait mis ses mains comme ça, comme Smithers. Non, Burns, Monsieur Burns. Comme Monsieur Burns, pardon. Non, ouais, je pense que en fait, c'est la web série. Et c'est d'une manière générale, le cinéma, c'est quand même un truc pour les passionnés, quoi. C'est-à-dire que tu te déplaces pas le week-end quand t'es pas passionné par ce que tu fais. Donc c'est vrai que moi avec Charlie, on a d'abord fait quelque chose, on a créé quelque chose qu'on a pu montrer avec des défauts inhérents, intrinsèques, mais qui avait, je pense, quand même certaines petites qualités. Ah oui, vous avez gagné le prix au TGS. C'est ça, ouais. En 2013, ouais. Ouais, voilà, Festival le francophone prix. de la web-série. Oui, donc il y a des gens qui nous ont... Des gens nous ont rejoints parce que je pense que le projet leur plaisait. Puis parce qu'aussi, je pense parce qu'on a gagné ce prix-là, on a eu la chance d'être diffusé sur No Life. Donc on arrive quand même avec c'est parfait, ça. à un truc sympa, quoi. Par contre, est-ce que ça fait chier si je demande l'avancement du projet vu que t'en as parlé tout à l'heure? vas-y, ouais, D'accord, c'est comme tu veux. Où en est le projet actuellement? Il en a parlé tout à l'heure. Non, Merci Startman. le projet, où est-ce qu'il en est? Il en est à sa saison 3, donc on est en train de tourner. On a tourné à peu près les 2/3 de cette saison. Un petit mot sur l'équipe justement, ouais, des comédiens qui t'accompagnent. Ah, c'est beaucoup, le casting, il y a du monde. Ouais, il y a du monde, ouais. J'aime bien des trucs avec beaucoup de personnages. Dans des soirées
Non, mais attendez, non, mais... alors là, moi, je te salue ton courage, parce que pour le coup, moi, c'est un truc qui me fait bien peur dans Moi, l'écriture. j'irai jamais dans ce genre de club. Mais non, mais non. Dans l'écriture de séries, c'est pour ça que je fais le podcast, parce que moi, j'écris pas de web-série, je suis plutôt dans le court-métrage, et ce qui me fait peur, justement, c'est de déployer des arcs narratifs et de les tenir, voilà, sur tout Oui, ça un implique, panel de ouais. personnages, et je trouve Non, que dans Purgatoire et dans IPM, vous en sortez très bien, et voilà, pour le coup, ça, IPM, c'est une c'est quoi contrainte. IPM? Justement, C'est une on va y excellente venir, série. on va y venir. Bah, du coup, ça sera l'occasion. Mathieu, parle-nous de ta web-série IPM, s'il te plaît. Ah oui. Alors moi, moi j'ai fait IPM, oui, Ivresse publique et manifeste, série policière, comédie Policière. policière. Comédie policière. Et, Bonsoir. Bonsoir, on a fait 10 épisodes sont en ligne et il y en a 14 maintenant. Ok, cool. Mais on finit le montage, il faut faire des retakes, enfin, c'est compliqué. Mais il l'a tué, putain! Putain de merde! Elle avait quoi, cette pauvre fille? Attends, il fait quoi, lui, là-bas? Le boss, c'est moi, idiot! Qu'est-ce qu'il faut? Il y a pas dur, là! Vous pouvez disposer de Lambert et Mangin pour votre enquête. Maintenant, que vous le vouliez ou non, ça vous concerne. Oui, c'est une série policière, Lambert et Mangin, deux flics nuls qui se retrouvent témoins d'un meurtre et donc Est-ce que c'est deux flics amis, du coup? Parce qu'ils ils sont sont, amis. ils sont pas amis au début en Ils fait. sont très amis. Et... Ouais, ils sont pas trop amis au début parce que Ouais. Mangin c'est un nouveau. Ok. Et finalement ils réussissent à arrêter l'ennemi public numéro 2. Et là il devient inspecteur de police et là, l'histoire commence vraiment. Quoi. Il y a le sponsor, donc un méchant qui essaie de les tuer. Enfin, c'est une D'accord. super histoire. Et là, bon, je te pose la question parce que je Et suis nous, quand même... pareil, on tourne, oui, Et voilà, du sans coup, moyens. est-ce que ça baise? Ça baisse pas trop, j'ai Faudrait. j'ai essayé mais pas trop. C'est quand même génial ce podcast parce qu'on est là pour donner des parle conseils que aux nous. gens, leur dire comment faire des bonnes web-séries et la consécration pour vous, c'est ah bah moi il y a du nichon dans ma web-série. Non, mais la alors, attends. référence aujourd'hui c'est Game of Thrones, donc il faut du cul Il faudra couper tout ça. et puis des morts, et puis là voilà, tu marches. À partir d'ici, il est préférable que Braun et moi continuions seuls. Préférable pour Tyrion, fils de Tywin, pas préférable pour moi. Si le bout d'homme tente de nous trahir, Chaga, fils de Dolph, lui coupera le membre Il viril. le donnera à manger aux chèvres, oui, je sais. Moi quand j'étais ado pré-adulte là, la fois où je commençais à faire mon CV. Ouais. Et on avait une vanne avec mes potes avec qui on se filmait, on faisait des conneries et tout. Dans la case loisirs, Acteur. est-ce qu'on mettait vidéo amateur? Oui. Bah oui, c'est une Sauf question. C'est une On se question. posait la question. Ah, genre film Sauf qu'effectivement, vidéo amateur, c'est extrêmement noté. C'est connoté, ouais. C'est connoté. Ouais. C'est connoté, c'est un peu connoté. Ah, Et donc la vanne c'était est-ce que tu vas avoir les couilles de mettre vidéo amateur sur ton CV, sachant que 9 mecs sur 10 quand ils liront ton CV ils disent ah toi aussi tu fais des Ah, des tu es embauché sextapes. direct. Bah du coup tu te fais remarquer. Donc voilà Et on vidéo dit merci qui? donc voilà donc Cette c'est aussi une blague question arrive. qu'on se pose. On fait quoi? On fait de la vidéo amateur, on est des vidéastes, des youtubeurs, on fait des web-séries. Comment on doit se dénommer? Moi, je dirais création audiovisuelle. Réalisateur, C'est plutôt large, ou alors réalisateur tout simplement. Mais maintenant le support c'est internet du coup. On diffuse Donc voilà, sur qu'on Internet. fasse un blockbuster américain ou un court-métrage filmé à la DV avec son chat, C'est on même est pas- réalisateur, on est Ouais, d'accord. On est ouais, réalisateur ouais. d'un film. Ben, je suis d'accord avec vous. Il faut assumer aussi Après, d'être D'autres réel. filment plus ou moins bien que d'autres filmer son chat. Bon. non, mais pour le coup, c'est Ça dépend intéressant, s'il il est faut- mignon le chat ça passe mais. Mais non, mais sur une vidéo, bah, les lolcats, tout ça, oui, pour le coup, est-ce que le gars Assumer. peut- est-ce que le gars peut se considérer comme Après, réalisateur? Le terme vidéo là c'est pas dans le enfin pour moi film c'est quand même fiction ou documentaire Non. enfin qui Alors non, c'est pas bah- écrit un peu en fait. Tu prends ta caméra, tu filmes, tu es réalisateur. Tu écris quelque chose sur un bout de papier, ça peut être 2 phrases sur un post-it, tu es auteur. Il faut assumer Ouais. ça. C'est pas faux. Ça c'est vrai. Après, vous pouvez être un auteur Toi- nul à chier. Toi Guillaume du coup la Purgatoire t'as écrit tout seul la série. Ouais. Tout seul dans ta chambre tu faisais tous les personnages. C'est ça. Je faisais Citizen Kane tout seul dans ma chambre. Exactement. Donc Trop bien. oui, j'ai écrit une bible sur Oh, la base. T'as commencé, alors parle-nous juste du travail d'écriture. T'as fait une bible pour commencer, ensuite. Alors bah en fait je suis Puis- reparti des notes que j'avais fait il y a 10 ans. T'as écrit des quand scénarios j'étais directement. à la fac. Et après bah, j'ai à partir de cette base là qui faisait une 50aine de pages, donc je l'ai retravaillé. J'ai fait un arc narratif. Ce qui est peut-être une erreur, mais on y reviendra plus tard sur plusieurs saisons.
Mais t'as pensé saison. J'ai pensé une histoire complète. sur le long terme, ouais. Mais alors, un seul personnage où t'as pensé l'histoire de tous les personnages? Ouais, tous les personnages. Ouais, parce D'accord. que tout est lié en fait. Du coup, D'accord, ok. Du coup, comme je le disais, j'y reviens parce qu'on en parlait tout à l'heure. Plusieurs comédiens, c'est pas forcément une galère. C'est évidemment, on y reviendra aussi sans doute sur la galère de trouver des disponibilités parce que c'est un projet bénévole, donc pas payé, donc il faut essayer que tout le monde trouve du temps libre pour venir tourner. Mais dans la mesure où j'ai pas mal de personnages, mais qu'ils apparaissent pas tous dans la même scène, ça permet de diluer leur participation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 2 personnages qui sont dans chaque épisode, de les solliciter chaque week-end où tu tournes, tu fais 8 personnages et tu tournes un week-end avec chacun. Tu les sollicites moins, tu as plus de personnages et ça densifie un peu ta série, quoi. Du coup, est-ce que ça t'a influencé dans l'écriture? Ouais, beaucoup. Ouais. De savoir que tu voulais tourner comme ça, du coup, de faire 2 camps ennemis. Bah, si tu regardes Purgatoire, au début, t'as 2 personnages par épisode. Ouais. Au tout début, t'as 2 personnages par épisode. T'en as pas plus, quoi. Et toi, à chaque fois, donc oui, c'est facile. Oui, c'est moi à chaque fois. Donc, dès l'écriture, envisager la faisabilité des scènes que tu écris, en fait. Ça s'appelle de la contrainte créative, quoi. Ouais, mais et oui, en fait, oui, Purgatoire, quand je l'écris, pour moi, c'est synonyme de compromis, quoi. C'est-à-dire que et j'en ai conscience. Du coup, j'ai pas de frustration parce que quand je l'écris, je me dis bon, faut que je renonce à ça, je peux pas faire ça, je vais le faire autrement. Il y a des acteurs que j'aime beaucoup qui sont malheureusement moins dispo. Et c'est un peu la fête. Régis, tu m'en remets une, s'il te plaît. Enchaîne. Et du coup, ouais, donc des gens qui sont moins dispo, donc tu les sollicites moins, mais t'essayes que leurs personnages, donc ils aient des scènes beaucoup plus intenses, beaucoup plus... Voilà, que leurs personnages existent différemment. Donc tu penses tout en termes de lieux, Sophie, on y reviendra peut-être parce que c'est une vraie galère. Les lieux, les comédiens... Bien sûr qu'on y reviendra. Tout ça, enfin voilà, tout ça tu le penses quand tu écris une web-série. C'est des bons conseils à donner, c'est que d'entrée de jeu, si vous écrivez une scène par exemple avec 10-15 comédiens qui interviennent tous au même moment... C'est les finales de série. Et voilà, est-ce que c'est pertinent? Faut aussi se poser la question, à quoi ils me servent tout ça? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est comme tu dis, dès le départ, des bonnes contraintes. Tous les deux, vous êtes partis sur l'idée d'un personnage, et toi pour le coup de 2, dans un environnement posé, et c'est tout. Enfin, t'as juste ça, voilà, l'équipe technique et un acteur ou 2 pour rentrer dans l'aventure et petit à petit. Après, voilà, je pense que beaucoup de choses ont changé depuis. C'est aujourd'hui. Si tu ferais la série évolue, bien sûr. Ça c'est bien. Mais même dans toutes les web-séries, je pense qu'aujourd'hui, si je devais réécrire une web-série différente, je prendrais peut-être plus de risques. C'est-à-dire pour moi sur Purgatoire, j'ai pas pris ce risque-là donc ça se tourne dans une forêt avec 2 comédiens. Donc comme ça fait naze. Ça, c'est la saison 1, ça. Franchement, ouais. Après voilà, j'ai essayé d'aller un peu plus loin. Comme j'ai dit, en fait, j'ai fait j'ai fait quelques épisodes dans la forêt, on a fait quelques épisodes chez nous. On a gagné le prix au TGS et du coup on avait quelque chose à montrer. On avait 9 épisodes, on avait un prix, donc on a pu aller démarcher des municipalités, même si c'est pas forcément une bonne idée. Leur présenter le projet, leur dire voilà, j'ai fait ça, j'ai construit quelque chose, je suis sérieux, j'ai fait un truc, j'y crois. Donc est-ce que vous pouvez m'aider, quoi? Donc c'est la saison 2, ça, vous avez eu des même à lieux... partir vers la fin de la saison, le dernier tiers de la saison 1, on commençait à tourner dans des lieux. Et après la saison 2, on a essayé d'aller au bout du bout, quoi. Ça, c'est aussi un conseil super intéressant qu'on peut donner aux jeunes là qui veulent, aux moins jeunes qui veulent filmer des trucs. Et le coup de la municipalité, non? Alors je pense que c'est. Alors en région parisienne, je peux pas me prononcer pour la province, mais moi j'en ai fait plusieurs. Ça s'est soldé à chaque fois par un échec. Et je vais expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez voir une municipalité, que vous présentez votre dossier, au début, vous tombez face à une personne qui peut être enthousiaste, qui peut vous montrer des lieux, mais qui n'est pas la personne qui décide. Donc, qu'est-ce que tu viens, toi, quand tu vas voir l'adjoint à la culture, généralement, c'est ça? Ouais. Tu t'envoies un mail. C'est à cette personne-là qu'il faut s'adresser. Non, mais concrètement, ouais, il faut dire. Et en fait, après et toi, tu as la recherche de quoi quand tu vas les solliciter? Tu leur demandes quoi concrètement? Alors, moi, sincèrement, ce que je demande, c'est un tournage, c'est embêtant. En France, les gens, ils aiment pas trop ça. Les gens qui jouent avec des caméras, ça les passionne pas des masses. Donc, moi, j'ai demandé juste quel lieu vous avez à me prêter où j'emmerderai personne. Voilà, où tu peux c'est ça. Tranquille. Personne viendrait m'emmerder et moi, j'emmerde personne. Donc, en fait, les gars, ils disent « Ah ouais, j'ai plein de lieux à vous montrer ». Ils te les font visiter. Donc, t'es hyper enthousiaste au début.
Et puis en fait, après, la décision, elle passe au-dessus et ça bloque. Ça bloque parce que t'as pas été l'interlocuteur de cette personne. Et donc, moi, les différentes expériences que j'ai eues avec une municipalité, ça s'est généralement pas très bien fini. Et d'autant plus que, pour la petite anecdote, Purgatoire, au début, ça avait très bien commencé. On s'entendait bien avec la municipalité. Et c'était en 2014, il y a eu des élections municipales. La majorité a changé. Ah oui. Et en fait, du coup, après, c'est des luttes intestines dans lesquelles on n'a rien à voir, mais où les gens ils veulent faire table rase du passé. Donc tout ce qui appartient à l'ancienne municipalité, il faut le rayer de la carte, y compris nous, même si on n'a rien à voir. Enfin, voilà. Après, on rentre dans des considérations complètement... et ça, je l'ai vécu dans plusieurs municipalités, c'est pour ça que j'en parle, où ça bloque, à un moment, ça bloque. Et c'est hyper galère. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens... au début ils disent oui, puis après ils disent beaucoup non. Donc d'accord, donc il faut tenter, mais sans forcément être sûr mieux, que ça... Non. Sauf si vous avez tonton à la mairie, quoi. Non, mais alors... On l'a pas dit, là vous tournez, c'était la ville de mon cul. Attends, parce que je voudrais pas non plus dépeindre un constat un peu trop misérabiliste. On est d'accord que quand même, moi pour le coup j'ai réalisé un court-métrage où ça s'est relativement assez vite bien déroulé avec une entreprise, avec un... comment ça s'appelait un sponsor. Sexe. Ah, une entreprise. Donc, non, mais voilà, où les trucs devaient être démolis derrière. Bref, c'est vrai que ça a facilité la tâche, mais le fait est que ça peut quand même bien se passer, même si c'est un parcours du combattant. Mais ça, on le sait. Pour le coup, c'est bien d'informer les gens que dès le départ, c'est compliqué. C'est une question de personne. Il suffit que la personne soit passionnée. Comme j'ai dit, nous, au début, quand on a tourné... Exactement, ouais. Alors, quand on a tourné au début à Villecrène, on est tombé sur un interlocuteur oui, non mais il n'y a pas de souci, qui comprenait ce qu'on faisait. Monsieur Martin qui habite rue des Rosiers, ouais, je connais très bien, oui. non mais c'est énorme parce que ce mec aujourd'hui continue de suivre Purgatoire, à continuer de suivre ce qu'on fait. Et après, à partir du moment où tu entres dans des combats qui sont pas les tiens et dont t'as rien à faire. Rien à foutre, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Absolu, hein. Et voilà, essayer de devenir maire ou quelque chose pour. Maire, mais ça sonne drôlement bien. Très très bon film. Pas mal. Non mais là où je pense que il faut quand même oser, parce que moi aussi j'ai eu ma petite expérience où j'ai sollicité plein de municipalités pour m'aider pour un compliqué. truc. Et j'en ai eu sur les peut-être 30 20-30 mairies que j'ai sollicité. Ça a matché avec une ou deux, quoi. Mais peut-être que celle avec qui ça matche bien va peut-être pouvoir m'aider à faire mon truc. Donc et comme tu dis, ça dépend de dans le bureau de qui, dans la boîte mail de qui ton mail va tomber. Si c'est quelqu'un qui a envie d'aider, qui a cette passion, comme tu dis, ou si c'est quelqu'un qui s'en fout. Là, tu parles concrètement des décors, parce que toi aussi tu prépares une série et tu cherches des lieux. Oui, voilà. Non, mais je veux pas rentrer en détail, parce que vu que c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, ça se trouve. Oui, c'est un truc sexuel. Ça se trouve, voilà, c'est pornographique. Il ne montre que des trucs érotiques. Non, mais là je me lance dans le porno, je franchis une step supplémentaire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vu que c'est pas concrétisé, sans rentrer en détail, mais voilà, il faut solliciter beaucoup pour parfois, peut-être ça peut marcher. Mais... Voilà, c'est une démarche laborieuse, mais bon, bah là, comme chercher un appart ou chercher un boulot, on est d'accord que c'est quelque chose de donc il faut surtout pas relou, baisser quoi. les bras, c'est important dans tout ce qu'on fait, dans toutes les... Mais il faut y penser avant. C'est-à-dire, en gros, vous prenez un papier, vous listez les lieux que vous avez sûrs. La maison de mamie, et si jamais elle est en hospice et tout. T'écris en fonction des lieux que t'as. Ouais. C'est pas vrai, il faut quand même se donner un peu d'ambition, peut-être, non ? Au début, quand tu commences, peut-être pas au début, mais au fur et à mesure, tu te dis, il faut mieux que je tourne, j'aimerais bien tourner là, tu démarches peut-être, comme tu l'avais fait avec la mairie finalement, en ayant mais moi j'ai démarché, pour la saison 3 de Purgatoire, j'ai démarché une vingtaine de mairies. Voilà, une vingtaine de mairies. Et là, tu as eu 0 réponse ? J'ai eu des réponses. Oui, voilà. Toutes négatives. Il y en a qui sont allées très loin. C'est-à-dire, j'ai passé un mois sur des dossiers où j'ai visité, j'ai rencontré les gens, des interlocuteurs. Et en fait, à la fin, ça se termine pas bien. C'est-à-dire, ça se termine pas en esclandre ni en. Attention, ça se termine pas en clash. Mais ça se termine que t'as passé un mois. T'as perdu un mois, quoi. Ouais. Voilà. La patience, il faut avoir beaucoup de patience aussi. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. Il apprendra la patience. Trop de colère en lui. Qu'est-ce que tu peux donner comme référence dans l'écriture de Purgatoire ? Elles sont multiples. Je pense que, en fait, comme la plupart d'entre vous, j'ai grandi dans les années 80. Donc, une forte inspiration des films qui ont bercé notre enfance, quoi. Les grands classiques.
J'allais sortir. Non, mais le dictateur. Ouais, c'est ça, ouais. Anaconda, tout ça. Cannibal Holocaust. Bien sûr. On sous la pluie, bien sûr. Le samedi. Non, mais du coup, c'est vrai que si tu prends Sam, par exemple. Sam, c'est le héros type des années 90. Sam, c'est le héros, le gentil héros, quoi, qui a un sens moral. Où tu vas jamais douter qui va devenir un connard. Tu prends Indy, tu prends Marty, tu prends MacGyver, tu t'es passionné par leurs histoires, mais à aucun moment, en tant que spectateur, tu vas te dire que le mec va prendre la mauvaise décision. Il n'y a pas un film ou une série qui t'a juste donné l'envie de faire Purgatoire. C'est né de plusieurs d'avoir envie. de sources de sources multiples. Ouais, non, je pense que déjà le socle, d'une manière générale, le socle commun, c'est tous ces films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et après, oui, évidemment, il y a des séries auxquelles je rends hommage très fortement. Déjà, le personnage principal s'appelle Sam, son sidekick s'appelle Hal. Donc vous saisissez la... C'est bien. Tu l'as noté. Merci. Je suis fier de toi. Ensuite, la séquence, la séquence d'ouverture, plan par plan, ça reprend... Lost. Exactement, voilà. Ouais. Donc comme ça se passe au Purgatoire, on s'est dit autant jouer l'hommage à fond. Et puis... C'est le rapport avec Lost, je crois. Purgatoire. Ouais, non. C'est pas au Purgatoire. C'est pas au Purgatoire, mais c'est-à-dire que beaucoup de gens c'est une des premières théories. C'est ça. On avait dit que c'était sujet interdit, les gars. Si on commence à parler Lost, ça peut être vu comme une sorte de Purgatoire. Enfin, si, c'était une des premières théories, c'est vrai. Mais à la fin, non. Ouais, non, mais c'est pour ça que je veux pas que ça déborde sur Lost. Non, mais parce que c'est sujet à débat. Effectivement, ce que vous dites. Il y a des timelines. Flash Sideways. Ouais, voilà. C'est un peu le Purgatoire. C'est un peu le Purgatoire. Bien sûr. Et puis bon, enfin, bref. Bref. D'accord. Donc oui, donc t'as pensé à Lost. John Locke. Dans ta réalisation. Si écoute. Au premier épisode. Et du coup, ça, ouais, les références. Et puis dans l'écriture, les références littéraires que j'aime bien. En fait, je suis un grand fan de Robin Hobb, qui a écrit l'Assassin Royal et le Soldat Chaman. Vous l'avez ou pas, les gars? Parce que... Oui, l'Assassin Royal. Moi non. Toi, tu l'as? Les Aventuriers de la Mer, etc. Donc je suis assez fan. C'est un auteur de fantasy qui donc a l'habitude la plupart du temps d'écrire à la première personne. Et son traitement de personnage, je trouve vraiment cool, extrêmement subtil, plein de pudeur. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément, la façon dont elle a de traiter les personnages. Donc, je pense qu'inconsciemment, vu que j'ai beaucoup lu cet auteur... Tu peux nous rappeler son nom, l'auteur? Robin Hobb. Robin Hobb. Ou Megan Lincoln. D'accord. Robin Hobb, c'est son pseudo. Mais c'est surtout le socle, c'est le cinéma et les séries qui ont bercé mon enfance. Il y a une référence au bronzé fond du ski, je crois, à un moment donné, c'est ça? Oui, c'est ça, hein. Voilà. Quand il est sur son tire-fesse là. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Quand il chante. C'est le tire-fesse où Al est sur un tire-fesse. Ouais, voilà. Ouais, je me souviens. Il tombe d'ailleurs. Il tombe et il se casse une jambe. Bah, on a les mêmes films des années 80. Bien vu la bonne série pour préparer ce podcast. C'est dommage, vous avez un petit peu bouffé ma prochaine rubrique. Il y a une rubrique bronzé pour du ski. Une anecdote de tournage. En fait, il y en a. Je pense que, comme je disais, je vais essayer de rejoindre le thème principal du podcast. C'est une web série, c'est plein d'anecdotes, puisque c'est plein de galères de tournage. Donc des anecdotes, on en a quasiment à tous les tournages. Bien sûr, mais enfin, là, je parle d'une notable. Une notable, en ce moment, on tourne au Bois de Verrières. Ok. Voilà. En soi, c'est une anecdote. Donc, en soi, c'est le voyage, le trajet, il faut rejoindre le décor, c'est une demi-heure à pied, c'est incroyable. Ça a l'air loin. Et c'est un bois où tu croises des messieurs. Mais oui, ça c'est une super anecdote, ça. Voilà, qui sont tout nus. Ok, ouais. En slip devant toi, puis ils se dessapent. En fait, c'est un endroit, on tourne dans un endroit où des messieurs tout nus se rencontrent pour faire des photos. Voilà. Principalement du selfie, principalement. C'est ça, des trucs cool entre eux. Donc voilà, à partir d'une certaine heure, faut faire gaffe à ce que tu as dans le fond. D'accord. Voilà. Je vais avoir des cadeaux dans ton cadre. Je suis venu 2-3 fois sur tes tournages et je les ai encore jamais vus. C'est vrai? Bah écoute. Je me demande si c'est pas une légende urbaine. En fait, on fait ça que quand t'es pas là. Je te prête. La dernière fois, vraiment, là, je sais pas si tu garderas ça, mais la dernière fois, on est allé faire des plans beauty avec Mathieu. Alors, plan beauty, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un plan
un beau plan pour ouvrir ta scène, quoi. C'est un plan du paysage, un plan de la maison dans laquelle sont tes personnages, ça aère ton montage. C'est vraiment des plans un peu larges, un peu jolis, ça, un peu voilà. fixes de paysages, Pendant ce temps-là, de mise à en la situation. cafétéria. Et donc, voilà, Mathieu et Anthony qui m'aident à réaliser la saison 3 font un plan et de l'autre, il y a un fossé, de l'autre côté du fossé, il y a une bouteille en plastique elle fait pas jolie sur le plan. Donc moi je dis vous inquiétez pas les mecs, je vais courir, je vais y aller. Et en fait du coup je cours, je fais le tour et là je tombe sur un mec de dos en train de baisser son slibard, tu vois. Je me retrouve face à son fion, mais il faisait caca dans la forêt, c'est normal. Non, il avait installé sa nappe et si tu veux, il se mettait à l'aise et il attendait de la visite, quoi. Donc moi je passe devant lui, je lui fais monsieur, je ne fais que passer. Et lui à l'aise parce qu'il a l'habitude, quoi. Mais passez, je vous en prie. Donc j'arrive et tout et je me dis putain le mec il va croire que je veux pécho, je suis intéressé donc faut que je gueule. Donc je gueule à Mathieu Anthony. Oh le mec, je suis de l'autre côté alors qu'il me voit très bien, quoi. Le mec, je suis de l'autre côté, dites-moi. Et c'est là qu'il a fait ouais venez les gars, je suis là. Dites-moi où est la bouteille et tout. Donc je vire la bouteille et tout le temps que j'ai viré la bouteille, je me suis dit putain, je vais le recroiser, putain, je vais voir son sgeg et tout, merde. Et toi tu te ramènes avec une bouteille en plus dans les mains. Non, quoi. je l'ai jeté dans le fossé, quoi. Ah d'accord. Donc ok. après je repasse, sérieux, mais en courant, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, quoi. Mais très sympathique le monsieur, très sympathique. Bah, évidemment, bien sûr. Voilà pour la petite anecdote saison 3. Écoute, je m'attendais pas à cette anecdote en fait, Guillaume, mais pourquoi pas. C'est une Et belle. donc voilà, c'est si une belle jamais surprise. ça vous intéresse, bah vous Ma boîte derrière, vous m'envoyez un mail. voilà, vous mettez un petit commentaire sur ce podcast et puis Jean-Marc vous fera suivre l'adresse. Voilà. Et à la fin de ce podcast, il y aura un petit concours, on fait gagner du lubrifiant. Donc n'hésitez pas à participer. Très bien, alors ce podcast part complètement en couille, je n'avais pas du tout prévu ce genre de digression, mais pour le coup, pourquoi pas. On enchaîne avec l'avenir de la série. Est-ce que tu as une petite idée? Au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est un peu vague, mais... Oui, bien sûr. Alors en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon arc narratif il était étendu sur plusieurs saisons quand j'ai commencé à écrire Purgatoire. Oui, justement tout à l'heure je voulais te poser la question. Tous les personnages là qui sont à l'écran étaient pensés dès le début. Oui. Absolument tous. Alors, il n'a pas. non, ouais, tiens, ça serait bien pour équilibrer un petit peu. Je dis oui un peu trop vite. Il y a le personnage de Cell qui est joué par Emmanuel Ménard qui était pas censé revenir forcément dans la saison 2, mais comme j'aime beaucoup le comédien et j'aime beaucoup son personnage, je l'ai développé en cours de saison 1. Et puis pas qu'un peu. Ouais, bah c'est un acteur cool, alors tu le fais tourner, quoi. Et le personnage d'Avilus, en fait, que j'ai créé pour la saison 2. Voilà. Parce que qui était pas prévu. Qui était pas prévu. En fait, j'ai voulu mettre un peu de conflit, j'ai voulu mettre un antagoniste dans le camp de Martel. Et donc, j'ai créé le personnage d'Avilus. Et en fait, l'écriture, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Faut jamais être trop bridé, trop catégorique sur ce qu'on fait. Faut se laisser une marge de manœuvre. C'est toujours important et c'est surtout c'est intéressant quand on écrit de pas tout figer. Et voilà. Mais sinon, tous les autres personnages, oui, j'ai écrit leur background. Et en fait, pour revenir à ta question de base, j'avais prévu de faire 5 saisons. À l'origine, j'avais écrit un arc narratif sur 5 saisons. La 4e saison, c'était censé être une saison un peu origine pour présenter tout ce background, tout ce que j'avais écrit sur ces personnages. Il est évident qu'en termes de moyens et de budget, je ne pourrais pas la faire. Donc j'ai décidé de la sacrifier, de présenter ce qu'il y avait dedans différemment et de faire 4 saisons. Donc je suis à la 3e saison et si tout se passe bien, la 4e saison sera la dernière et mettra un terme à cette aventure. D'accord, ok. Merci d'avoir ramené un peu de calme également dans la discussion, c'est cool. Est-ce que tu peux... Quand est-ce qu'on prend de la coke, genre... On n'a pas d'argent. On est sur un tournage en fraude, je te rappelle. Justement, voilà, le podcast parlait des productions sans argent, donc on va arrêter tout ça. À propos on va sniffer de la colle à la place. À propos de production sans argent, Mathieu, peut-être un petit mot sur IPM. Après tout ce que vient de nous dire Guillaume, je pense que c'est une expérience assez similaire. Toi, t'avais beaucoup d'argent toi, sur IPM, c'est ça? Ah ouais, on a commencé... il y a eu un crowdfunding à un moment, non? Exactement, on a fait un Ulule au tout début, voilà. Pour réunir un peu d'argent. Donc on a fait les premiers épisodes grâce au Ulule. 5 millions d'euros, c'est ça? On était sur 5 000 euros, ouais. Ou 1000, je sais pas. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. C'était 1000, bon. D'accord. Mais ça se voit dans l'image, hein, c'est ça voilà. Qui est... Donc qui sur les premiers épisodes, on s'est habitué à un certain confort de tournage du coup, grâce au Ulule. Et après, on a un peu chié. Non, parce que voilà... Mais on avait entre-temps appris, et donc l'expérience a compensé le manque de moyens. Bien sûr. Et donc voilà, oui.
Donc là, actuellement, tu es en autoproduction. Ah oui, je suis en autoproduction, bien sûr. Ouais. Ok. Et la fin du tournage s'approche, si j'ai bien compris. Bah, on a tout tourné, là, c'est une journée, on fait une journée bonus, parce que sinon on se voit pas, du coup, comme ça on fait exprès, c'est un prétexte pour se revoir. Et on fait une journée bonus pour terminer toute la première saison. Et parce qu'on l'a pas dit, un vrai tournage amateur digne de ce nom se termine par la binouse de l'amitié. Et beaucoup de gens viennent uniquement pour ça. Beaucoup de gens viennent uniquement pour la On binouse. est d'accord, pour la bière de l'amitié. Le problème, c'est que sur IPM, on a mis beaucoup trop de temps à tout tourner. Ça fait depuis 97, 98 qu'on est dessus. Non, mais voilà, tu déconnes, mais voilà, en fait, on a commencé en 2011. Et c'est vrai que 74. On a fait. En 2016, ça fait 5 ans qu'on essaie de tourner. On a fait une erreur stratégique, c'est-à-dire de pas penser le tournage sur un court terme. Bah, en fait, contrairement à Guillaume, qui a pensé les 5 saisons, enfin au moins la trame des 5 saisons en avance, IPM, c'était. Il n'y avait pas vraiment de trame globale. C'était un peu de l'improvisation à chaque épisode. Guillaume, c'est impressionnant ce que tu dis, parce qu'on ne l'a pas dit, mais quand même, donc tu en es à ta 3e saison. Exactement. En combien d'années? En 3 ans, en fait. Ouais, tu tournes tous les ans. 3 ans, ouais. Donc, rien que ça paraît peut-être normal à tout le monde, parce que c'est comme ça que les séries, surtout américaines qu'on regarde, fonctionnent. Une saison tous les ans et tout. Mais dans le monde de la web-série, moi je tire mon chapeau, c'est très très fort de réussir à fédérer les gens sur la longueur, parce que c'est ça, t'as besoin des gens tout le temps. Sans les payer, ouais. Et voilà, et t'arrives les gens en face, et t'en es à ta 3e saison en 3 ans, c'est vraiment. Je pense qu'il y a chapeau. Deux choses. T'organises un an à l'avance. En fait, du coup, 2 choses. C'est la première, c'est que pour moi, si on s'arrête, on perd le rythme, on perd l'énergie. C'est sûr. Il faut tout le temps. Moi, en fait, je fais beaucoup de communication interne au sein de mon équipe. Je donne beaucoup de nouvelles. Je suis assez mauvais en communication externe, c'est-à-dire comment vendre son projet, comment publier l'épisode, comment les annoncer, etc. C'est un truc que je maîtrise pas. Par contre, je parle beaucoup à mon équipe. Je suis tout le temps présent, je suis tout le temps en train de leur dire on va faire ça, en essayant d'éviter des effets d'annonce voilà, quand tu promets un truc qui arrive pas. Mais je parle beaucoup, donc je suis sans arrêt en train de penser à la suite. Je ne m'arrêterai que quand j'aurai fini. Donc je suis tout le temps dans cette énergie. La deuxième, c'est que j'ai quand même la chance d'avoir une équipe passionnée, c'est-à-dire de travailler avec des gens, des comédiens, des techos qui sont adorables, passionnés et qui veulent aller au bout. C'est-à-dire que... C'est technicien dans le langage français. Techos, c'est technicien. Je dis ça pour les gens qui... C'est pas faux. Non, mais pour le coup, des gens effectivement très, très passionnés, ça fait plaisir. Et ils sont investis dans le projet. Ça leur fait plaisir d'aller aussi au bout, quoi. Ils veulent le terminer avec moi. Je pense ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc il y a au moins, si pas une amitié, mais au moins une sympathie qui est née, un respect mutuel. Et à la fin de chaque saison, je mets en jeu la série. C'est-à-dire que je leur dis, on a fini la saison 2, j'envoie un mail, je dis voilà, j'ai prévu la saison 3, qui en est, qui veut la faire. C'est ça. Si certains veulent pas la faire, ne culpabilisez pas. La série... Je vous tue dans le scénario, pas de problème. Non, je peux pas, mais il y a des personnages, je peux pas le faire, je l'ai dit très sincèrement. Tu changes un acteur du coup, si ça arrivait, mettons, on a changé un acteur. On a changé un acteur, oui, c'est pas vrai. Pour ces raisons-là, mais on a changé un acteur. Vous avez changé un acteur. Ouais, il y a un mec qui joue, qui était un comédien très sympa, un très bon comédien qui joue Simon dans le dernier épisode de la saison 1. Et dans la saison 2, on a décidé de prendre un autre comédien. Non pas qu'il était mauvais, non pas qu'il était pas sympa, c'est juste que on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde pour ce type de projet, qu'on lui correspondait pas et qui nous correspondait peut-être pas. Et du coup, on a décidé d'un commun accord de dire vaut mieux qu'on s'arrête là. Le personnage est juste apparu une fois à l'écran, de manière assez rapide, donc on a encore le temps de changer. Donc on a basculé sur un autre comédien qui est juste absolument génial aussi. Et Alex Vasiesco qui joue Simon. Et voilà, et ça fait partie des personnages importants qui si jamais il avait décidé après la saison 2 de pas continuer, j'aurais vraiment eu une difficulté de continuer l'histoire. Mais voilà, je l'aurais accepté. Oui. Parce que c'est le principe... Une contrainte supplémentaire. Un principe de base quand on fait de la web-série, c'est qu'en fait, quand on crée un projet, c'est notre projet à nous, c'est notre projet principal. Mais pour les gens qui vont participer au projet, c'est pas leur projet principal, c'est pas leur vie. Ils font plein d'autres trucs à côté. Les comédiens, ils tournent dans d'autres web-séries, dans d'autres séries. Les techniciens, ils sont ailleurs, ils ont leur taf. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Il faut pas être frustré, faut pas tomber dans la parano quand les gens vous disent je peux pas être là, ou c'est normal, c'est la vie
Et si ça, on l'accepte pas, le projet, je pense il peut aller très vite au clash. Et puis il faut être conscient qu'il n'y a que toi qui peux faire avancer le truc. C'est ton projet, c'est à toi de te bouger le cul pour faire avancer le truc. C'est ça. Parce que les autres, comme tu dis, ils ont d'autres choses à faire. Et il n'y a que toi, il y a que pour toi que ce truc est le plus important au monde. Donc il n'y a que toi qui peux faire avancer le truc. C'est toi le moteur. C'est toi le moteur. C'est toi le moteur. C'est mort. Exactement. Mais alors du coup, est-ce que tu penses que ça t'aiderait pas de déléguer peut-être? S'occuper, je prends la communication, parce qu'une fois que tu as fait la série, je sais pas si on en parlera plus tard, mais faire la com autour de sa série pour qu'elle soit regardée, c'est un boulot à part entière. Alors ouais, c'est obligé de te décliner à plusieurs postes, au bout d'un moment tu t'en seras pas. C'est ça. En fait, c'est impossible de faire tout seul la web série. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, je pense que la première chose à dire, c'est que quand tu es inexpérimenté, tu fais pas confiance. Je pense que l'inexpérience génère un manque de confiance, quoi. Plus tu gagnes en expérience, plus tu apprends à faire confiance. Moi, je l'ai vu au cours des 3 saisons de Purgatoire. Aujourd'hui, j'ai vachement confiance dans les gens, quoi. C'est-à-dire que je donne ma confiance beaucoup plus facilement qu'avant. Alors qu'on pourrait croire l'inverse. On pourrait croire que plus on gagne en expérience, plus on va essayer de zioter tout ce que les gens y font. En fait, moi, maintenant, c'est tout le contraire. Je fais énormément confiance aux gens qui s'investissent pour mon projet, parce que je me dis, sinon, ils s'investiraient pas, quoi. Ils me promettraient pas. Alors, évidemment... Au bout de la saison 3, les gens, ils sont toujours là. Bah ouais. Et puis, oui, c'est qu'ils sont motivés, ouais. Si jamais, voilà, tu fais pas confiance, tu peux avoir une mauvaise surprise. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et la deuxième chose, et j'ai oublié la question, j'avais prévu de dire 2 choses, mais... La capitale de la Colombie. Beyrouth. Au début, c'était l'avenir du projet. L'avenir du projet. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, du coup, la confiance. C'est important. Voilà, c'est important. Voilà. Et ouais, non, tu peux pas rembobiner ton truc là pour. Non, je pourrais pas le rembobiner, mais tu parlais justement, voilà, du fait de ne jamais avoir vécu une défaillance à ce niveau-là. Ouais. Et ça, c'est cool. Je me demandais. Une défaillance. Bah oui, enfin, tu vois, un truc qui... Non, l'équipe est encore là, quoi. Ça peut arriver, une défaillance. Ça peut... Ça arrive à tout le monde. J'ai tendu une perche énorme, merci. Bah non, justement, je l'avais pas compris, j'avais pas relevé. Mais assez énorme. C'est très drôle, effectivement. Et généralement énorme. Et du coup, il y a une communauté de fans qui s'est créée dès la première saison. Ouais, mais c'est un succès relatif, quoi. C'est une petite communauté. Bien sûr, non, mais j'entends bien. De gens qui nous suivent. Une centaine de personnes qui sont assez fidèles au rendez-vous quand on diffuse les épisodes. Ça, c'est cool. Vous avez été en convention un petit peu ? Ouais, on a fait le TGS, on a fait la Japan Expo et on va essayer d'en faire un peu plus parce que on faisait pas vraiment l'effort de se déplacer parce que c'est aussi du budget. Ouais, c'est de la com. Donc on parlait de la com tout à l'heure. C'est aussi du budget qu'on n'avait pas forcément. Et donc on va essayer de se déplacer un peu plus, aller à la rencontre des gens parce que c'est aussi ça la web série et sans doute ça le court métrage, j'en ai pas fait donc je me prononce pas, mais c'est aller dans les conventions, aller dans les festivals, donc c'est aussi un budget, faut aller montrer son projet, ce travail n'est pas terminé après. En fait ouais, on est à la fois je sais plus, alors c'est hyper prétentieux de dire ça, mais je crois que j'avais vu Asté qui disait faut être artiste et commerçant, quoi. Faut faire son projet et ensuite faut aller le vendre, quoi. La fameuse phrase d'Orson Welles, j'ai passé 90% de ma vie Orson Welles. C'est la fameuse phrase d'Orson Welles qui dit j'ai passé 20% de ma vie à faire des films et 80% à chercher de l'argent pour faire les films. Enfin, c'est ça aussi le métier de réalisateur. Sauf que du coup nous on passe 80% de notre temps à faire des web-séries, du coup il nous reste 20% seulement pour aller faire de la com, quoi. Et ça fait partie intégrante du boulot, quoi. Parce oui, bah, en fait, je pense que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup négligé, la communication. Je m'en suis rendu compte tardivement, parce que j'ai pas ça dans le sang. Mais c'est quelque chose qu'il faut prévoir en amont, comme quand on écrit, quoi. Ça se prépare. Ça se prépare. Ouais. Il faut un calendrier, il faut préparer des choses. C'est important aujourd'hui. C'est pas... Moi au début j'avais du mal parce que je me disais putain t'es un vendu, tu fais de la com, j'ai pas envie de chercher le buzz, tu vois, tu te poses des questions, tu dis ouais je veux être un artiste, je veux uniquement tourner, et non bah faut aller le vendre ton projet, Mais comment tu te confrontes à la peur de spammer les gens, qui est finalement un petit peu obligatoire. Je dis pas qu'il faut spammer les gens, mais t'es obligé d'avoir une espèce de récurrence dans ta com qui oblige les gens à regarder.
Et comment on juge personne. Moi, je les Non, spamme enfin, pas. tu Et juges les gens, c'est dans. Faut être Moi, visible, j'ai c'est une tout. façon de rédiger. Enfin, maintenant, je prends du temps pour rédiger les coms. Tu les spammes pas si tu prends du temps. Spammer, c'est je pose un truc rapide, je pose ma bande-annonce, je la pose partout. Non, c'est comme une conversation. Tu prends le temps de te présenter, ton projet aux gens, même à ceux qui le suivent déjà. Moi, quand je fais un post sur Facebook, je prends le temps de rédiger mon message. Je prends le temps de le corriger. Ils font pas moins de 10 lignes. Je m'adresse aux gens, je leur souhaite un bon week-end. Je donne des news du projet. Je poste pas juste une vidéo comme ça. C'est-à-dire que je fais un post toutes les semaines, toutes les 2 semaines, donc je suis loin de spammer par rapport à d'autres. Et j'essaye de le faire respectueusement, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire les deux. Tu peux faire de la com sans nécessairement être agressif, quoi. Faut juste trouver le juste milieu. C'est ça qui est dur, quoi. C'est pour ça que la com, c'est pour ça que c'est dur, quoi. Mais là, je suis en train de déléguer, parce que tout à l'heure, du coup, on parlait du fait de déléguer. T'apprends à faire confiance. C'est vrai que la com, là, il y a un gars qui est génial, qui nous aide beaucoup sur la saison 3, qui s'appelle Yann Leroux. Big up Yann, qui fait des interviews des comédiens, qui soigne un peu la charte graphique, qui est en train de créer un site internet. Et ce mec vient m'aider comme ça, alors que je lui ai rien demandé, quoi, de sa propre initiative. Et il est doué pour ça. Et donc, il est en train d'apporter du contenu. Donc, c'est quelque chose qui évolue aussi. Donc, la saison 1, c'était pas comme ça. La saison 2, c'était pas comme ça. La saison 3, ça change un peu. Enfin, tout change. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller au bout du projet. Parce que je suis encore en phase d'apprentissage. Et je le serai toujours de toute manière à travers tous mes autres projets. Mais pour moi, Purgatoire, j'ai envie d'aller au bout. Parce que je considère que c'est vraiment un projet qui m'a construit et qui m'a aidé à me trouver tant sur le plan en tant que scénariste, que réalisateur, que mec qui fait de la com, que mec qui fait confiance, et comment je travaille avec mes comédiens, comment je travaille avec mon équipe, etc., quoi. Mais là, on est au cœur de tous ces projets participatifs, un petit peu, de web-séries, de tournage amateur, de court-métrage, tout ça. C'est la convergence des talents, c'est le savoir se faire entourer et savoir, comment dire, le travail en équipe, tout simplement. C'est ça, ouais. Personne n'arrivera jamais à faire un film tout seul et à faire un chef-d'œuvre. C'est forcément un travail d'équipe. Il y a des milliards de contre-exemples de gens qui font plein de choses seuls, mais si l'audiovisuel ça n'a pas d'intérêt. Normal. C'est aussi voilà, là on parle des web-séries, effectivement, c'est impossible. Mais c'est aussi des expériences collectives. C'est ça. Tu peux écrire le meilleur scénar de la Terre. S'il y a 3-4 mecs qui viennent jeter un œil et t'apporter une idée, t'apporter un petit truc et tout sera mieux. C'est ça aussi l'intérêt de ces projets, c'est que c'est des projets que tu ne peux pas faire seul et qui se nourrissent de l'expérience de tous les participants, et c'est ça que je trouve cool, moi, dans cet exercice. Ouais, mais c'est ça, c'est le côté humain, quoi. Et c'est la fameuse binouze de fin de tournage. Bien sûr. On en revient toujours au même, quoi. Et c'est l'humain qui fait un trou dans le budget scandaleux. Énorme, oui, ça dépend des techniciens, mais l'humain, c'est à la fois ce qui est le plus dur à gérer et le plus intéressant, tout cet aspect humain, quoi. Je vous invite ici à écouter des expériences de tournage guérilla, les tournages où... Je reprends. T'es aussi acteur? Je l'ai pas dit parce que je trouve que c'est trop prétentieux. Oh ouais, t'étais à deux doigts de passer pour Alexandre Astier. Je suis Machino également. Je suis Alexandre Astier de Montreuil. Il y a Yves Mourzy qui nous regarde, je veux être... dédicace à Yves. Yves, salut Yves. C'est normal, faut que je merde au début. Est-ce que tu veux faire le guest et je fais le présentateur? Une pause clope ou pas? On se transforme en podcast sportif. Je crois qu'il y a une pizza là-bas encore. C'est pas un cendrier, c'est la bière en fait. Je vous écoute pas, je ne vous écoute pas. J'ai dit fanbase, c'est vrai, c'est grave. Il y a plus de bière, donc là le podcast est annulé, je pense. Où j'en étais? Ça m'a troublé. Tu feras gaffe, parce que je dis souvent donc premièrement, mais il n'y a pas de deuxièmement. Tu coupes le premièrement, sinon je vais passer pour un con. Bon, du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on achète un truc, il faut couper. Rentrons dans la deuxième partie de notre podcast qui s'intéresse à la discipline de scénariste de web-série. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les gars? Par exemple, avec les différences fondamentales, bon, ça a l'air con comme ça, mais on va développer. Différences fondamentales avec scénariste de série télé, par exemple. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Ouais, je pense que ouais. Non, ah bon? Ouais. Hormis les heures auxquelles tu te mets à écrire, tu fais le même travail, non? C'est différent parce que tu traites pas une histoire sur... On va dire que la web-série, le format, il est de 10 minutes, une dizaine de minutes à te casser.
C'est rare de voir une série qui dépasse une web série 10 minutes. C'est en train de se. Tout à l'heure, les web-séries, t'as pas de moyens. Là, si t'es une série télé, t'as des moyens déjà. Mais t'écris pas la même chose du coup. T'écris pas la même chose, c'est ça. Ouais. Du coup, tu restes beaucoup plus sur ton arc narratif principal. Enfin, moi en tout cas, je pense qu'une intrigue de série télé, tu peux te permettre de développer beaucoup plus d'intrigues secondaires, beaucoup plus de fils narratifs que tu le fais dans une web série. Ah oui, donc pour toi, la seule différence, c'est la durée en fait de c'est l'épisode. la durée. Très, je très pense bêtement. que après il y a des web séries qui sont des plus short longues, mais qui passent à la télé, c'est court. Enfin, du coup, c'est court. Du coup, pour la web série, pour moi, Ulysse par exemple, une web série qui fait des épisodes de 40 minutes comme des formats à l'américaine quasiment. Ouais, mais c'est une exception. Ouais, c'est une exception, mais en fait, dans les web-séries, il n'y a pas de format. Il n'y a pas de format, mais c'est en train de se calibrer autour d'une dizaine de minutes. 10 minutes, ouais. C'est en train de se calibrer autour d'un format. Parce qu'avant, donc, c'est shortcom. C'est ça la différence. Nous, quand on passe sur le le live, on est en 3 à 5 Non, mais minutes. c'est pour expliquer justement. Sur la télé ou sur le web. Quand on est diffusé sur nos lives, on est qualifié de shortcom. Oui. Les shortcom, pour que les gens sachent, c'est Caméra Café, Camelot, Un gars, une fille, c'est ces choses-là. C'est des pastilles. Et à notre époque, maintenant, c'est le truc ménage, la scène de ménage. TF1 a sa shortcom aussi. Enfin, tout le monde a ses shortcom. Le voisin. Voilà, c'est en access prime time. Mais voilà, c'est des Purgatoire en access prime time. Des séries. Sur le live. Des séries sous forme presque de sketch, souvent, des épisodes de 3-4 minutes, ou alors jusqu'à 7. C'est ça le Oui, sans histoire à fil rouge, c'est juste des séquences. C'est des pastilles, des pastilles du quotidien des personnages. C'est pas du tout. Enfin, sur Camelot par exemple, il a fait évoluer le format. Il y a le contre-exemple Camelot. Oui, Camelot c'est une exception, mais ils ont fait. Astier a changé le format, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais. Sur le web, tu peux faire les deux en fait. Ouais, mais c'est vrai que du coup, finalement, tu peux te libérer de la contrainte de durée. C'est ça, tu as d'autres contraintes, et tu as des libertés supplémentaires par contre sur le web. Ouais, mais on en revient durée, toujours. Tu parles de 10 minutes, mais tu fais l'épisode que tu veux, la durée que tu veux, non ? Tu fais la durée que tu veux, mais très concrètement, on est toujours web série. On tourne les week-ends, on tourne quand les gens ont un peu de temps dispo. Donc si tu vas pondre un épisode de 40 minutes, derrière, faut que t'assures. Faut le tourner. Faut le tourner. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je tire mon chapeau aux mecs du Lys qui font des épisodes de 30-40 minutes. Moi, je suis incapable de faire ça sur Purgatoire. Je reste sur du format court parce que je passe des week-ends. C'est combien de temps Purgatoire en moyenne la durée d'un épisode ? Ça a évolué de saison en saison. Ouais. La première saison, on était aux alentours de 4 minutes. La deuxième saison, autour de 6 minutes, 6-7 minutes. Puis là, on atteint, je pense, entre 8 et 10 minutes facile. Sur la saison 3. Ouais. Voilà. Et c'est marrant, mais j'aimerais évoluer aussi pour la saison à venir. C'est-à-dire, moi, je fais moins d'épisodes, mais ils durent plus longtemps. Ouais, c'est bien. Mais du coup, je passe les mêmes jours de tournage dessus, quoi. C'est-à-dire qu'en réduisant le nombre d'épisodes et en faisant une durée plus longue... ça, c'est peut-être une différence fondamentale entre la télé et le web. C'est que là, tu as le droit de faire évoluer ton format. Mis à part Camelot, donc, qui est peut-être HeroCorp, qui ont changé de format. C'est rare que les séries peuvent se permettre de changer la durée de leur épisode. C'est ça. Mais du coup, t'écris pas de la même manière quand même. Et on est toujours sur ce problème de durée et de format. Donc je pense qu'à la télé, t'as des formats types, le 26, le 42, le 1h30, je sais pas quoi d'autre, où du coup, tu calibres ton écriture en fonction de ça. Et tu peux te permettre de développer d'autres choses, d'autres personnages peut-être. Du coup, tu penses vraiment à ce format à chaque fois que t'écris ? Ah ouais. Ah ouais ? C'est construit pour faire 10 minutes, pour faire la durée que ça doit faire. C'est-à-dire que mes scénarios font un nombre de pages. Il paraît que c'est une page, c'est une minute. Ouais. Je suis pas rigide là-dessus, mais j'y fais attention, quoi. J'essaye que ce soit équilibré, quoi. Et quand tu perds l'équilibre, et on l'a vu avec certaines web-séries, quand tu perds l'équilibre, ça se ressent, ça fonctionne moins bien. Parce que du coup, même passons peut-être concrètement, quand tu écris la saison de Purgatoire, la saison 3 par exemple, ou la saison 2, tu penses l'épisode par épisode, tu pitches chaque épisode, ensuite tu fais des scénarios dialogués pour chaque épisode. Ouais. Et tu retravailles dessus ou comment tu vas dans l'ordre ou tu prends ok, j'écris le 6 d'abord parce que ça m'inspire. Non, j'écris dans l'ordre. Je les pitch. Je fais pour moi c'est 3 actes quoi. Donc tu as épisode 1, 2, 3. Enfin, j'ai ma trame scénaristique, je sais ce qui se passe dans ma saison 2. Je vais mettre 10 épisodes ou 10 ou 12 épisodes et puis je vais faire 3 tirés par épisode, 3 actes, un truc qui accroche, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode et une ouverture. Bête et méchante, après je complexifie un peu ma méthode de travail, mais du coup je fais une phrase par tiré et il faut que tout soit rempli.
et quand je mets de la merde, je mets à côté c'est de la merde, et il faut que je trouve Tu une autre l'écris idée, quand quoi. même, ouais. Et même parfois j'écris tout, et je me dis, tout ça je le fais pas. Refais 3 tirés par épisode, et je fais autre chose, parce que si ça m'est venu, c'est que ça m'est venu trop facilement. On en parlait tout à l'heure, Ouais. et j'essaye de retrouver autre chose, quoi. D'autres idées, quoi. Et du coup, est-ce que tu appliques des méthodes, enfin, je sais pas des méthodes, mais tu penses à des méthodes de travail, d'écriture, ou quand tu dis je fais des tirés, enfin, est-ce que c'est un peu naïf, mais en fait, tu as lu des bouquins peut-être des méthodes d'écriture En fait, c'est exactement mes questions depuis tout à l'heure, donc pardon. je me permets juste de revenir dans le truc. Mais non, mais pour le coup, continue Mathieu, parce que non mais attends, qui êtes-vous c'est exactement les questions que je me posais, donc vas-y, pose la question. Ok, non, mais c'est vrai, voilà. Alors, t'as lu des bouquins de scénaristes Ouais, j'en ai lu. Ceux que tout le monde doit lire, ceux que tout le monde conseille. J'ai lu L'Avendier. Dixit. Édition Dixit. Oui, c'est ça, ouais. Vogler, je sais plus, c'est le parcours initiatique du héros, là. Vogler, c'est ça, ouais. C'est ça. J'ai essayé de lire Campbell, mais c'était c'est un peu indigeste. Mackie, Story, la dramaturgie de L'Avendier, puis d'autres livres, je m'en souviens plus, mais ça, c'est les 3 que j'ai lu. Le montage par Jean-Marie Poiré. Non, Tubi, comment il s'appelle Tubi, vous connaissez? Non. Tubi. Truby. Ah oui, John Truby. John Truby, voilà. Ça aussi, c'est une référence. C'est aussi au FBI, il me semble. Et du coup, je pense qu'il faut essayer d'en retenir des préceptes. En fait, c'est important. Enfin, moi, en tant que scénariste, je trouve que c'est important de développer sa méthode perso et de l'adapter à ce qu'on lit. C'est-à-dire, faut pas se... Pas suivre une méthode comme ça. Ouais, et puis je pense que faut pas se paralyser par rapport à ces méthodes. C'est-à-dire parce que sinon, il y aura un côté scolaire qui peut effrayer certaines personnes dans l'envie d'écrire. Moi, je sais que j'ai une méthode barbare qui est la mienne. Et une fois que j'ai fini cette méthode barbare, j'y applique les préceptes. J'analyse mon travail par rapport à ce que ces script doctors ont pu dire. Et j'essaye de me dire, pourquoi j'ai pas fait ça? Si je trouve une bonne raison, je laisse comme ça. Ou sinon, j'essaye de me dire, ah ouais, il y a peut-être un problème. En fait, il faut que tous ces bouquins qu'on a lus, tous ces conseils de script doctor, ça vienne équilibrer ton travail. Ça le rende plus fluide. Mais il faut... Mais pas collé comme une recette de cuisine. C'est ça, ouais. Par exemple, tu prenais un exemple tout à l'heure, hors micro, bien sûr, parce qu'on se connaît. Tu coupes. Tu prenais l'exemple du mentor, par exemple. Quand tu dis, j'ai pas de tu compares en fait ton scénario à, mettons, au parcours du héros de Vogler ou Campbell. Et tu dis, j'ai pas de mentor, mais en fait, peut-être ce personnage, c'est le mentor finalement. Inconsciemment, tu l'as écrit. Ouais. Je pense que c'est le monomythe, quoi. Tout le monde l'utilise. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que c'est enfin, c'est inconscient, tu les lis, tu les gardes et puis tu les ressors ou pas, mais il faut juste les digérer et pas les appliquer. C'est pour ça que je disais que c'est important. Enfin, moi j'ai une idée, je la laisse un peu mûrir dans mon esprit. Après, s'il y a des deadlines, je la fais mûrir un peu plus vite, mais je laisse souvent plusieurs jours ou plusieurs semaines à une idée, le temps que se rajoute plein de petites choses. Parce qu'en plus, généralement, l'idée de base qu'on a à la fin, elle n'y est plus du tout. Donc on laisse mûrir un peu le truc. Ensuite, j'ai une formation de juriste, j'ai fait du droit, donc j'ai ma méthodologie qui est propre à ma formation, c'est-à-dire que c'est très con, je fais une intro avec une accroche, la définition du sujet, une problématique, mes parties, des transitions, j'essaie de rendre tout ça fluide. Une disserte, tu fais des dissertes en fait. C'est ça, je fais une disserte, mais je l'adapte à l'écriture de scénario, et une fois que j'ai fini ça, j'y applique les préceptes des script doctors qui m'inspirent, dans lesquels je me retrouve. Et j'écris mon histoire. Après, je commence à écrire le scénario, quoi. Est-ce qu'il t'arrive des fois de repérer en fait une structure que tu as lue en théorie, mais de l'avoir fait un peu comme a dit Mathieu tout à l'heure, en fait inconsciemment, c'est-à-dire de pas calquer au truc mot pour mot et de finalement dire tiens voilà cette articulation elle se fait à ce moment-là, en fait, je pense alors que j'y avais pas pensé. Je pense qu'on a je veux dire en 99% des films qu'on regarde, c'est le monomythe, quoi. Enfin, je veux dire, on est tous... Autant. Je pense pas autant. Franchement, je pense pas autant. Cette méthode, c'est pas ce genre de film qui arrive. Cette méthode, tu l'appliques, je pense que tu l'appliques, tu peux t'arranger pour l'appliquer à tous les films. En tout cas, si elle s'applique pas à tous les films, tu peux t'arranger pour l'appliquer à tous les films. Tu peux l'embrouiller pour trouver un mentor quelque part. C'est ça. Alors justement, Vogler, il insiste vachement sur le flic de Beverly Hills. Figurez-vous qu'il correspond partement au monomythe. Et ouais, mec. Comme 90% des films. Non, mais bien sûr. Mais je trouve que des fois la réflexion est peut-être un petit peu trop poussive à ce niveau-là.
Je parle pas assez près. Vers ton micro. Voilà. Surtout. Et on n'est pas obligé non plus de coller à cette structure, de s'en servir, de s'en inspirer, tu vois, de choper des trucs effectivement qui font avancer ton histoire, d'accord. Mais il faut surtout pas, ce qu'on disait tout à l'heure, se coller à ça. Faut pas se coller à ça. Non, c'est-à-dire non, mais faut pas. Quand faut écrire, surtout nous, enfin surtout quand on fait de la web série, qu'on fait ça en bénévole, faut pas commencer à se mettre des contraintes et à se prendre la tête quand on écrit, quoi. Faut écrire ce qu'on a envie d'écrire, mais je trouve que c'est vachement important déjà de le faire relire par des potes, par des gens, et de réfléchir, d'analyser son travail. Et tu l'analyses par rapport à quoi ? Par rapport aux normes qui sont existantes, par rapport aux théories qui ont été développées, qui sont quand même assez vulgarisées, qui sont assez compréhensibles. Donc tu confrontes ton travail. C'est un peu comme c'est comme à l'école, quoi. Tu fais un devoir, sauf que là, t'es ton propre professeur et tu le confrontes à la leçon ou à la méthodologie qu'on t'a appris, quoi, pour voir si ça tient la route. Pour moi, ces méthodes-là, elles sont pas là pour te donner le fond, elles sont là pour te donner la forme. Elles sont là pour te donner un cadre, pour que ton histoire elle soit moins bancale, beaucoup plus fluide. Donc il n'y a rien de contraignant. C'est que des choses qui viennent enrichir ton travail. C'est pas des choses qui viennent te contraindre. Donc il faut pas stresser par rapport à ça, mais il faut pas aussi se dire « j'ai pas envie de faire un monomythe, j'ai pas envie de tomber là-dedans. » Parce que c'est pas grave. C'est des histoires qui fonctionnent et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire quelque chose d'original parce que tu suis cette méthodologie. Et comme on l'a dit, 90% des films au moins suivent ces préceptes. Et je pense parfois on ressort d'un film, d'une séance de ciné en étant émerveillé. Alors que si on se pose 5 minutes, qu'on prend le bouquin de Vogler, ben on va trouver les étapes, on va trouver les trucs. Enfin voilà, mais je pense je me souviens qu'il insiste aussi sur le fait qu'il faut laisser ça reste une émotion brute posée sur le papier quand même. Mais on parle de la forme, pas du fond. Le fond, c'est l'émotion. Le fond, c'est ce que tu mets perso dedans. Voilà, oui, ça, c'est important. C'est ce qui sort en premier. C'est ce que tu as dans les tripes. Après, tout ça, faut l'encadrer. Sinon, ça devient de la bouillie, ça devient de la merde. Enfin, moi, dans Purgatoire, j'ai mis des choses vachement personnelles. Dans ce que j'écris, je mets des choses vachement personnelles. Mais ma vie perso intéresse personne. Donc tu le maquilles, tu mets de la SF, tu mets du fantastique. Fais attention, elle va atteindre les 188. Il y a Mathieu qui joue avec la DeLorean sur la table. Elle va atteindre les 88 miles à l'heure, Mathieu. Laisse ma DeLorean tranquille, Mathieu, s'il te plaît. Tu mettras en photo sur le site. Je la mettrai en photo. Un site ? Oui, sur le Facebook peut-être, je sais pas. On sera présent sur les internets. Rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas. Sur Snapchat et alors bon, j'enfonce une porte ouverte, mais voilà, quand tu écris une série, forcément, tu as le luxe de développer le personnage beaucoup plus que dans le cadre des courts-métrages où tu as un début, un milieu, une fin, et puis il faut que ça se termine là. Mais est-ce que c'est ce qui vous a motivé le plus à écrire la série, ou c'est le fait d'avoir regardé X-Files et Code Quantum, on en parlait tout à l'heure, et autres séries des années 80 et Alf. Faut placer Alf à chaque fois. Grosse influence Alf. Bah moi ouais, je pense que c'est une envie, j'aime bien les séries, j'aime bien les séries, j'aime pas les pastilles humoristiques, les sketchs ça me fait pas rire. Sauf le Palmacho. Attends, t'as pas vu le Palmacho. Voilà. Mais non mais c'est vrai que le format sketch de 3 minutes, c'est pas un truc qui personnellement moi m'accroche vraiment. J'aime bien les séries, j'aime bien le côté les intrigues sur le long terme, ça permet de creuser les personnages, de développer plein d'intrigues. Et après, je pense qu'avec Purgatoire, j'ai peut-être fait une erreur de penser ça un peu trop sur le long terme. C'était peut-être le seul défi, la seule... voilà, j'avais pensé à toutes les contraintes. Et c'est peut-être la seule folie que je me suis autorisée, c'est de me dire « Ah, je vais faire 5 saisons, ça va être génial ». Et ouais, c'est un peu... Je pense que c'est quelque chose que je penserais différemment aujourd'hui. Mais moi, faire des pastilles humoristiques ou des trucs comme ça, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que moi, ça me touche pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, enfin, je comparais surtout au format court-métrage où, pour le coup, c'est une histoire... Mais le court-métrage, ça n'empêche pas de faire des fins ouvertes, de pas vraiment finir l'histoire. Non, bien sûr. Oui, mais dans ce cas, tu pars sur une série, c'est plus du court-métrage. Ouais, t'as le droit de faire une fin ouverte et en laisser juste que ce soit un court-métrage pour finir. Mais l'intérêt d'une série, c'est de voir les mêmes personnages dans plusieurs situations différentes. Dans un même univers, enfin ça t'enrichit la chose à chaque épisode. Tu peux faire des épisodes concept, travailler les personnages. Alors justement, tu parles de personnages. Moi, vu qu'on est dans cette partie
scénariste de web-série, tout ça, et moi j'ai toujours dans cette optique de donner des conseils aux gens. Hein. J'adore ce concept du podcast. C'est fait pour. Je suis pour donner des conseils. Et un conseil que j'aimerais donner quand on veut écrire une web-série ou même un court-métrage, qu'on n'a jamais rien écrit de sa vie, et donc on sait pas trop, on se dit, bah tiens, c'est comme quand j'écrivais des rédactions en 5e, que la maîtresse elle me demandait de raconter ma vie, et je faisais situation initiale, péripéties, éléments perturbateurs, péripéties et situation finale. Il y a quelque chose à savoir quand on écrit de la fiction audio, et surtout audiovisuelle et surtout sérielle, j'ai l'impression, et il faut aussi se mettre en tête qu'il va falloir bien bosser sa bible des personnages, et ça c'est un truc que tout le monde Parlons Bible. Voilà, tout le monde ne sait pas. Vous avez évoqué le terme de bible tout à l'heure, mais quand tu écris souvent un film, mais surtout une série, il faut à fond bosser ta bible des personnages, définir quels vont être tes personnages principaux, leur donner une vraie identité différente les uns des autres, un vécu, quelque chose comme ça, et ces choses-là vont beaucoup t'aider ensuite à écrire tes épisodes, tes fameuses arches que tu évoquais, Guillaume. Voilà, moi j'avais envie qu'on parle un peu de cette bible des personnages que parfois, si on n'a jamais écrit de sa vie, on ne connaît pas, et qu'il ne faut pas négliger. D'autant plus que c'est la première chose qui t'est demandée si tu démarches auprès d'une télé, voilà, d'avoir une bible qui digne de ce nom. Voilà, un dossier de présentation d'une série digne de ce nom, c'est généralement un synopsis. Donc synopsis, c'est un résumé de l'intrigue en quelques lignes, voilà, une note d'intention aussi, ça c'est plus artistique, c'est dire comment on voit l'œuvre dans sa globalité, si on a des envies particulières en termes de mise en scène, en termes de musique, en termes de références artistiques, de décors, de costumes, que sais-je, c'est là-dedans qu'on la met. Et on nous demandera, alors parfois on nous demandera aussi des scénarios dialogués ou pas, mais on nous demandera aussi une bible des personnages qui présente tous les personnages principaux, récurrents, si c'est une série, et avec des détails, avec des indices sur leurs arches, leur propre histoire qu'ils vont développer chacun au fur et à mesure de la série, et surtout voilà, leur personnalité, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, qui ils sont, leurs objectifs très importants dans un personnage, et parce que aussi c'est l'intérêt d'une série, c'est qu'un personnage démarre dans une posture, et le but c'est qu'il évolue. Si vous écrivez une série que un de vos personnages n'évolue pas, c'est Colombo. C'est une bonne série aussi, mais non, on ne touche pas à Colombo. Non, désolé. Colombo n'évolue pas. Ça reste un intouchable. Ça peut. C'est un immortel. On peut en parler. On peut en parler de l'évolution. Feuilletonnante ou pas feuilletonnante. Ça dépend si on fait du feuilletonnant ou du procédural. Dans les experts, ils évoluent pas trop. Est-ce qu'il faudrait pas faire un reboot de Colombo maintenant, expliquer les origines? Figure-toi que Martin Lamotte joue au théâtre une pièce de Colombo. Oui, j'ai vu ça. En effet. Donc Colombo évolue. Colombo est mort. Qu'on le veuille ou non, et il évolue. Donc Guillaume, toi t'as commencé par une bible ou directement l'histoire? Est-ce que t'as fait une bible est venue après Non, j'ai fait un peu tout en même temps, c'est-à-dire que c'est un peu qui de l'œuf ou de la poule est venu en premier, c'est-à-dire est-ce que c'est ton histoire qui te permet de créer tes personnages, ou est-ce que c'est tes personnages qui te permettent de créer ton histoire. Les deux doivent se nourrir. Les deux s'imbriquent, donc en fait, en gros, tu as deux documents Word qui sont ouverts, et puis tu les remplis en même temps, quoi. Ton histoire va amener des conflits, va nourrir tes personnages, et inversement, comme le disait Sartman, le background de tes persos va nourrir l'histoire. C'est-à-dire que plus tu travailles tes personnages, plus tu travailles leur motivation, plus tu travailles leur passé, leur origine, plus quand tu vas créer du conflit, c'est pas forcément créer un litige entre tes personnages, mais créer une situation conflictuelle, parce que tu vas avoir un antagoniste, parce que tu vas avoir un personnage qui va douter ou qui va se poser des questions, plus ce sera dense en termes de contenu, plus ça aura du sens quand tu écriras. Et la Bible aussi peut même vous servir pour permettre de se rendre compte si notre scénario tient la route aussi ou pas. On compare la Bible. Voilà, ces deux documents peuvent, pareil, si on n'a jamais écrit de sa vie, on peut essayer de comprendre si dans les scènes qu'on écrit, on essaye à chaque fois de faire dire ou faire à son personnage
quelque chose qui correspond à sa description dans la Bible, bon, ben ça va aller. Il faut qu'il soit cohérent tout le temps. Il faut qu'il fasse toujours un peu, qu'il fasse des actions cohérentes avec lui. Quoi. Je pense qu'il faut. C'est très juste ce que tu dis. Il ne faut pas écrire de scénar d'une série ou d'une web série sans avant avoir fait une Bible des personnages. Quoi. Et ne serait-ce que pour les comédiens, quand tu vas les engager, pour eux, tout ça, c'est super important, c'est un fond, quoi. C'est ce qui va les aider à travailler. La Bible, c'est indispensable. Ce qu'on peut ajouter, c'est que la Bible en plus évolue. Enfin, quand tu tournes ta série, au fur et à mesure que tu tournes des épisodes, tu enrichis ta Bible. Quand les épisodes existent vraiment, ta Bible change constamment. Donc un personnage qui arrive en saison 2. Oui, je parlais tout à l'heure du personnage de Cell. Ça, c'est important, c'est un document qui évolue Ménard, qui n'est pas figé au départ. Quoi. Je lui ai enrichi son rôle, je l'ai développé, je l'ai rajouté dans la Bible, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un encart plus important. Et en fait, justement, la Bible te permet, quand tu rajoutes un personnage ou quand tu en modifies un, qu'il reste cohérent par rapport aux autres. C'est ça, ouais. Tout à fait. Pour pas créer de contradiction avec ce qui a pu se passer avant. Et toujours bien regarder sa Bible, parce que même si ça a évolué, par exemple, au fur et à mesure d'épisode, bien relire régulièrement et te dire là j'ai 2 personnages qui se ressemblent un peu, c'est pas normal. Enfin, tu sais, ça peut être des points de repère. Justement, tout ça. En fait, un très bon exemple de maladresse. Je reprends encore le personnage de Cell d'Emmanuel Ménard dans Purgatoire, c'est qu'au début il devait pas revenir beaucoup. Dans l'un des premiers épisodes, il m'abandonne face à un méchant. Il me laisse tout seul. Parce que tu joues Sam aussi. Voilà. Il abandonne le personnage de Sam. David, ouais. Il abandonne le personnage de Sam et il me laisse face à une méchante Maccabée avec une matraque. Et en fait, après, plus tard, c'est un personnage qui s'avère être un peu violent, qui s'avère être un peu rentre-dedans. Donc en fait, comment j'ai justifié ça ? J'ai justifié ça en travaillant le personnage, en travaillant la Bible. Et en fait, je lui ai donné une interdiction de se battre. C'est-à-dire que c'est un personnage on lui a ordonné de ne pas se battre. Ça, t'as rajouté en saison 2, en fait. En fin de saison 1. Tu l'expliques en fin de saison 1. Il le dit, en fait, dans le final de la saison 1, il dit « j'aimerais bien tabasser avec vous, mais je peux pas. » Donc c'est fait de manière un peu maladroite, mais c'est pour illustrer le propos. C'est-à-dire que je lui ai donné une bonne raison de ne pas se battre. J'ai donné une bonne raison à sa fuite parce que j'ai voulu développer le personnage. D'accord. C'est fait maladroitement, mais ça vient illustrer les propos de David, quoi. Ça enrichit vachement le personnage, en tout cas. Mais du coup, oui. en tant que personnage principal, tu délègues la réalisation. Comment ça se passe au niveau de la mise en scène ? Sur les 2 premières saisons, on était 2. Donc Charlie et moi, Charlie s'occupait de la réalisation et moi je m'en occupais pas du tout. Sur la saison 3, j'ai demandé à Mathieu et à Anthony Beauvois, qui a co-réalisé Super Raccord, qui est également une web série, de m'accompagner sur ce travail. Et j'ai aussi voulu réaliser parce qu'entre-temps je m'étais essayé à la réalisation. Donc on est 3 réalisateurs sur le projet. Il est évident que je ne réalise pas quand je suis acteur. Je n'arriverai pas à... Au niveau de Gérard Jugnot, par exemple. Oui, voilà. Et puis je n'ai pas la moustache de Gérard Jugnot. Malheureusement. Voilà. Donc je me suis dit, tu n'as pas la moustache, ne tente pas. Voilà. Non, je suis pas capable de faire les deux en même temps. Alors que Michel Blanc le fait très bien. Mais il n'a pas de moustache. Il n'a plus de moustache. Ah oui, depuis qu'il a rasé sa moustache, il arrive à se mettre en scène. Il est réalisateur en se rasant la moustache. En fait, tout est une question de moustache. C'est le secret. Ce sera notre conseil, rasez-vous la moustache. Non, voilà. Alors, non, mais concrètement, l'écriture, moi je suis étudiant ou alors je viens de commencer à bosser, mais bon, j'ai cette passion là pour le cinéma, j'ai envie d'écrire. Comment je fais concrètement ? J'ouvre un dossier texte et le soir, en rentrant chez moi après ma journée de boulot, je me mets à écrire. C'est ça que tu fais, Guillaume ? Ouais, non, concrètement, non, mais faut lire, quoi. Enfin, je pense que pour écrire, faut aimer lire, ou pour écrire des films, faut aimer en regarder. Donc faut se documenter là-dessus, faut aimer regarder des making-of si on a envie d'être réalisateur, faut aimer lire des livres sur la théorie, sur le scénario si on a envie d'écrire des scénarios. Donc faut un minimum se documenter. Comme j'ai dit, je pense qu'il faut trouver sa méthode de travail. C'est pas toujours facile, ça met parfois des années avant qu'on développe une méthode qui nous corresponde. Donc faut persévérer, faut un peu insister. Et au bout d'un moment, on trouve un truc qui fonctionne pas trop mal et qu'il faut toujours faire évoluer de toute manière. Et il faut surtout prendre le temps quand on écrit,
prendre le temps de le faire relire par des gens qu'on considère compétents pour avoir un regard critique et constructif suffisant. Faut partager ses idées, faut pas se précipiter, faut prendre le temps de se relire aussi, d'analyser son propre travail. Donc je pense que c'est ça en fait, si tu es étudiant ou si tu as envie de créer, d'écrire, c'est de trouver ta méthode de travail, de te lancer et surtout de pas te précipiter quoi. Et d'écrire régulièrement, ça peut peut-être être une espèce de gymnastique efficace. Plus tu écris, plus tu progresses. Stephen King dit, c'est un muscle. Tu travailles tous les jours. Ah, il faut le travailler. Enfin, c'est pas forcément une méthode, mais Stephen King le dit dans son bouquin. C'est sa méthode à lui, c'est tous les jours, il faut écrire, et lui écrit tous les jours. Quitte à jeter ce que tu as écrit à la fin de la journée. On en est à citer des grands auteurs. Joss Whedon, mon maître absolu, dit régulièrement quand vous êtes bloqué sur le fait de jeter des choses, quand vous êtes bloqué dans une scène, dans un épisode, je me suis dit, vous relisez tout. Une bonne branlette. Et vous prenez le truc qui vous plaît le plus, et vous le virez. Vous le virez, et voilà, et vous recommencez. Mais et Joss Whedon, il se fouette aussi le soir. Non mais attends, mais juste c'est hyper rude quand même. Non, bien mais sûr. Parce que tu sais que il paraît que Tolkien, alors, j'espère que je vais pas me faire huer parce que je dis des conneries, mais il paraît que Tolkien il a écrit 50 fois Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'il écrivait 100 pages, il jetait le truc à la poubelle, il recommençait depuis le début. Je suis pas non plus spécialiste de ça, mais il l'a écrit sur très très longtemps, sur plusieurs. Mais parce qu'à chaque fois il jetait ce qu'il venait d'écrire. Ouais. Donc du coup il recommençait à chaque fois depuis le début quoi. Voilà, 100 fois quand même. Ne jamais se dire qu'on va découvrir la lune tout de suite. Le travail c'est important. Personne n'a écrit de chef-d'œuvre du jour au lendemain. Ça se bosse. Faut bosser, comme tout. Faut aller à la bibliothèque lire des livres de scénaristes. Est-ce que tu connais la fin de Purgatoire là aujourd'hui maintenant? Ouais. Depuis le début je la connais. Ok. Elle a un petit peu changé parce que... En fait, il est mort. Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle sera... Aujourd'hui, l'envie que j'en ai, c'est-à-dire ça change pas ma fin, j'ai envie de la terminer de cette manière-là, mais ce sera... pour moi, j'ai envie que ce soit le reflet de la façon dont l'équipe va se quitter. C'est-à-dire que la façon dont se terminera Purgatoire, ce sera la façon dont on va tous se dire au revoir. Ah, donc il y aura une binouse à la fin. Après le générique, c'est la scène bonus. La scène binouse. C'est la scène bonus où tout le monde boit sa bière. Et ça sera le mot de la fin. Merci pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume, sur les internets? Ah, j'allais dire chez moi. Sur les internets, on est en train de créer une nouvelle chaîne YouTube pour Purgatoire, pour la saison 3. Sur Facebook, on a un Twitter aussi, enfin sur les réseaux sociaux habituels. Et puis on va essayer de faire un peu plus de conventions pour venir à la rencontre des gens et présenter notre projet. Et voilà. Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver à part sur Instagram? Pas du tout. Sur LinkedIn par contre, le taquet. Ouais, sur Twitter et sur Facebook, bien sûr. D'accord. Groupe13.fr. Groupe13.fr, c'est noté. Startman. Le compte Twitter le plus important de l'Ouest parisien. Donc le Grand Ouest parisien, donc la Sarthe, je le mets dedans. C'est Sartman, @Sartman sur Twitter. Vous pouvez faire des gros bisous. Ça marche. Merci à tous les gars, c'était cool. C'est la fin de ce premier épisode du podcast Viens on fait un film. On verra si on en fait d'autres. Mais en tout cas, c'était très cool. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Hein. Oui, s'il vous plaît, c'est important. Si ça vous a plu, partagez tout ça. Un gros bisou à tous et puis à la prochaine. Ciao. Tchuss. Salut.